Nouveau week-end prolongé, contrairement au précédent, énormément de choses à débriefer. Ces derniers jours, beaucoup de larmes ont coulé, équipe humiliée, ticket pour la Ligue des Champions validé, exploit en MotoGP mais aussi un club endeuillé. On parle de tout avec vos chroniqueurs préférés. And welcome to Azurément Sport, tous les mardis à partir de 18h15 sur EDJ FM. Bonsoir à toutes et à tous, nouvelle émission exceptionnellement le mercredi en raison des événements de ce mardi 13 mai. C'est non seulement la 25e d'Azurément Sport mais aussi l'avant-dernière de cette année 2024-2025. Comme bon nombre de clubs professionnels de la région, la saison touche à sa fin. Les émissions ne reviendront qu'en novembre. Vous avez pu entendre la relève durant ces dernières semaines. Pour l'heure, c'est le moment de notre jubilé entre ce soir et puis la dernière qui aura lieu le mardi 20 mai. Notez bien cette date, on vous prépare une dernière d'anthologie. On vous communiquera sur notre Instagram l'horaire et le programme précis. Pour le moment, c'est l'heure de refaire le week-end avec vous, Quentin Barbaza. Et on ouvre ce flash avec la défaite cruelle de Manon Fiorot face à Valentina Shevchenko. C'était lors de l'UFC 315 au Center Bell de Montréal dans la nuit de samedi à dimanche. D'entrée, la niçoise reçoit un gros crochet dans le nez, mais elle riposte dans les deux rounds suivants pour la lutte avant de craquer dans les deux derniers. C'est un 48-47 à l'unanimité des juges qui auront retenu les contres tranchants de l'Ukrainienne face aux tentatives de l'Azurène fortement marquées au visage. En Pro B, hier, Toulon s'incline lors de la dernière journée de saison régulière. Défaite hier soir à Vichy 83-60. Aucune incidence puisque les Varois étaient déjà maintenus. Du côté des Sharks d'Antibes, eux aussi ont perdu contre l'élan béarnais après prolongation, 74-81. Les hommes de J.D. Jackson devront passer par les play-ins à l'extérieur. On parlera de tout ça dans quelques minutes dans Azurément Clutch et le dossier de la semaine. Ce dimanche avait lieu la 30e édition de la Vansoise, deux parcours pour les cyclistes, un de 102 km et un autre de 133. Victoire écrasante de Mathéo Bertrand et Benjamin Bucheté avec respectivement 12 et 7 minutes d'avance sur la concurrence. Pas une énorme surprise puisque ces deux hommes étaient déjà sur la plus haute marche du podium l'année dernière. Un mot de National 2 en football, un vrai derby Grasse-Cannes avait lieu ce samedi au stade de la Paout. Et si ce match opposait deux équipes qui ne jouent plus rien cette saison, montée impossible d'un côté et maintien assuré de l'autre, le contenu aurait été plaisant à suivre. Score final 1 partout avec des Grassois qui ont manqué de réalisme. Dernière journée de championnat ce samedi à 18h, Cannes reçoit Andrézieux et Grasse se déplace à Lille. Et on reste sur les terrains de foot pour débriefer l'avant-dernière journée de Ligue 1. Jingle. Guessant, le but d'Evan Guessant. C'est parti pour Azurément Goal. La course à l'Europe est toujours aussi haletante en Ligue 1, 3 strapontins européens pour 6 équipes, dont l'AS Monaco et l'OGC Nice. Et pendant que les Monégasques accueillaient l'Olympique Lyonnais à Louis II, les Aiglons se déplaçaient à Rennes. Jude Cotalorda. Avec des fortunes diverses et variées pour les deux équipes, on va le voir par la suite. Mais commençons avec l'AS Monaco qui recevait donc l'OL dans ce qui constituait le choc du grand multiplex de 21h. Au coup d'envoi, les Monégasques sont 3e et de son côté, Lyon arrive à Louis II avec la quasi-obligation de s'imposer pour croire encore à la Ligue des Champions. Et c'est une première période assez équilibrée entre les deux formations. Pas mal de déchets techniques, mais quelques occasions de part et d'autre. Les plus importantes pour les Lyonnais, une première avec Alexandre Lacazette à la 12e minute. Un bon extérieur du pied de Thiago Almada qui trouve l'attaquant français à l'entrée de la surface. Résultat, frappe instantanée du droit, mais belle parade de Philippe Cohn, le portier de l'ASM. Une seconde belle opportunité pour les Gaunes à la demi-heure de jeu tout juste passée. Malik Fofana provoque Wilfried Singo sur son côté gauche, revient dans l'axe sur son pied droit et tente une frappe intéressante à ras de terre. Le gardien suisse de Monaco détourne bien un corner. Le premier acte va s'achever sur un score nul et vierge, mais la situation se débloque en seconde période. Parce que les Monégasques trouvent davantage d'espace avec dans son sillage Marnès Akliouche qui trouve dans un premier temps le petit filet de Lucas Perry après un bel enchaînement. Et c'est encore lui, le petit prince du rocher, qui à la 62e minute oriente le jeu côté gauche vers Takumi Minamino. Le japonais va se jouer d'une défense lyonnaise en retard pour effectuer un passement de jambe puis déclencher une frappe croisée qui termine au fond des filets. 1-0 pour Monaco.
Et à peine le temps de se remettre de l'ouverture du score que les Lyonnais souffrent à nouveau. Coup franc excentré sur la gauche à une quarantaine de mètres du but de Lucas Perry. C'est Lamine Camara qui s'en charge et qui trouve parfaitement la tête de Denis Zakaria. Le capitaine de l'ASM profite du marquage laxiste de Tessman pour inscrire le second but monégasque et mettre la tête des Lyonnais littéralement sous l'eau. Tellement sous l'eau que l'OL n'arrivera même pas à réagir et finira par s'incliner 2-0. L'ASM peut alors fêter avec ses supporters une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Assez inattendu avant le match, mais rendu possible grâce aux mauvais résultats de ses concurrents directs, ce qui est loin de déplaire à Thilo Kehrer. Oui, grande fête. On ne s'attendait pas à ça. Hein. Franchement, on s'est dit on va se concentrer sur notre match. Et après le match, on va regarder les résultats. Mais on s'attendait que, voilà, on avait encore le match à Lens à gagner. On s'est dit les derniers 3 matchs, il faut absolument 9 points. Et là, d'avoir déjà la sécurité d'être qualifié directement, c'est un grand relâchement. Une réaction au micro de Walid Soltani. Et pendant que Monaco fête dignement cette qualification, l'OGC Nice, lui, en est encore loin, Jules. La faute à un mauvais résultat ramené de Rennes avec un but concédé dès le quart d'heure de jeu signé Arnaud Kalimuendo pour les Bretons. Les Rennais font la course en tête, mais Nice tente de réagir avec une frappe de Buonanni côté gauche sauvée par Brice Samba. À la 35e minute, les hommes d'Habib Bey croient faire le break avec une magnifique frappe enroulée de Diaw Cissé dans la lucarne opposée. Mais Arnaud Kalimuendo a fait faute un peu plus tôt dans l'action et le but est logiquement refusé. 1-0 la pause donc pour les Bretons et Nice est en train de faire une mauvaise opération dans la course à la Ligue des Champions. Et ils en ont conscience, les Aiglons, et ils essayent de se procurer des occasions. 57e minute, Jérémy Boga arme une frappe du gauche à l'entrée de la surface de réparation et oblige une nouvelle fois Brice Samba à détourner le ballon en corner. Le temps file en seconde période et le gym a de plus en plus de mal à se montrer dangereux. Ils sont alors tout heureux à la 68e minute de jeu lorsque l'arbitre de la rencontre, Jérémy Stina, désigne en leur faveur le point de pénalty. La cause, un tacle à retardement d'Anthony Rouault sur Hicham Boudaoui, mais joie de courte durée puisqu'une position de hors-jeu de Gaëtan Laborde plus tôt dans l'action est révélée. C'est alors bien dur pour les Niçois qui ne semblent pas arriver à s'en remettre et le coup fatal arrivera à 10 minutes de la fin lorsqu'Arnaud Kalimuendo s'offre un doublé en remportant son face-à-face avec Marcin Bulka. Nice s'incline 2-0 au Roison Park et laisse de précieux points au bord de son chemin européen. Mais les Aiglons peuvent se consoler en regardant les résultats de leurs concurrents directs. Et oui, puisque mis à part Marseille, Monaco qui se qualifie directement pour la Ligue des Champions, eh bien Lille, Strasbourg se sont également inclinés, ce qui permet au gym de garder son destin en main avant la réception de Brest samedi lors de la dernière journée de Ligue 1. 4e et provisoirement dernier qualifié pour la Ligue des Champions, le GC Nice ne tient sa place qu'à la différence de but. Alors 3 équipes à 57 points, une dernière journée de Ligue 1 avec à la clé un billet pour l'Océan. Le multiplex de samedi soir à 21h s'annonce totalement dingue. Amis du ballon à voile, c'est l'heure de la chronique rugby jingle. Et comme chaque semaine, c'est l'heure du rugby avec notre chroniqueur du pack, du cœur et de l'histoire. Salut Malocomore. Salut Bastien, salut à tous. Ce soir, c'est pas la chronique la plus facile, mais tu me connais, même quand l'azur se couvre, on continue à raconter le rugby comme une épopée. Et justement, commençons par les vaillants niçois qui jouent à Coulommiers et ils sont tombés encore. Oui, et c'est la tête haute mais les épaules lourdes qu'il rentre de ce dernier voyage en Pro D2. 46-19 pour Coulommiers, une défaite logique face à une équipe qui vise les phases finales quand Nice de son côté vit ses derniers instants dans l'antichambre de l'élite. Mais tu sais Bastien, il y a du panache dans cette défaite parce que Nice a mené, Nice a bousculé, Nice a marqué les premiers. Et pendant une mi-temps, les supporters azuréens ont pu rêver. Mais comme disait Napoléon à propos des batailles, la victoire appartient à celui qui tient un quart d'heure de plus. Et ce quart d'heure, ce sont les Calumérins qui l'ont eu, plus fort, plus rapide, plus puissant. 5 essais encaissés en seconde période et un bonus offensif pour les locaux. Alors le Stade niçois va descendre, oui, mais il lui reste un dernier match à domicile contre Dax, un dernier feu, un dernier Nice à la Bella rubistique au Stade des Arboras. Ce ne sera peut-être pas une victoire, mais ce sera un adieu, et les adieux, ça se vit debout. Comme d'habitude, poétique et poignant, mais il y avait aussi du monde au balcon ce week-end, et pas n'importe où,
au Vélodrome. Ah, Bastien, le Vélodrome. Marseille, le temple des passions du Sud, là où tous les chants descendent des travées comme des vagues en colère, là où l'histoire s'écrit en lettres bleues et blancs et parfois en rouge et noir. Ce samedi, c'était Toulon contre Toulouse, le RCT face à l'ogre stadiste et 66 818 âmes réunies, record d'affluence historique pour un match dans ce stade. Je vous laisse écouter le pilou-pilou juste avant le coup d'envoi du match. Mais voilà, l'histoire ne s'est pas écrite comme les Varois l'auraient voulu. Ils rêvaient d'un exploit, d'un renversement, d'un coup d'éclat dans une saison haute en couleurs. Et à la mi-temps, on y croyait. Malgré les fautes, malgré l'indiscipline, malgré 2 cartons jaunes, Toulon résistait. 13-14 seulement, un souffle, un point, et le Vélodrome tremblait. Mais à la 39e minute, la faute de trop, Baptiste Serin, capitaine au grand cœur, mais trop souvent à la limite, écope d'un deuxième jaune, rouge, rideau. Et dans le rugby moderne, jouer une mi-temps entière à 14 contre Toulouse, c'est comme affronter le All Black un jour de pluie. Tu sais que tu vas boire la tasse. Et malheureusement, ils l'ont bu la tasse. Jusqu'à Lali, Bastien, 8 essais encaissés, une défaite 50-16, une claque rubistique mais aussi une leçon. Toulouse, c'est la rigueur, la vitesse, l'instinct. C'est cette vieille maison en briques rouges qui ne cesse de se moderniser sans jamais trahir son âme. Le RCT, lui aussi, entre le souvenir glorieux des Wilkinson, des Ditto, des bastions invincibles et une réalité plus rugueuse, plus instable. Et c'est un sacré coup sur la tête des Varois, surtout quand on connaît la liste des blessés côté toulousain. Est-ce qu'on doit s'inquiéter un petit peu pour Toulon là ? On doit s'interroger, oui, 2 défaites de suite, une indiscipline chronique, une défense aux abois, et surtout un mental à reconstruire. L'Orange Vélodrome aurait pu être une fête, un tournant, une résurrection. C'est devenu un avertissement. Il reste 2 déplacements à Pau et à Bayonne, avec au milieu la réception de l'UBB, et puis les phases finales, mais ce groupe a du talent, il faut qu'il retrouve l'humilité et l'envie. On te sent un petit peu touché là, Malo, non ? Je le suis parce que le rugby du Sud c'est une famille et que voir Nice tomber et Toulon sombrer le même week-end ça fait mal, mais c'est dans ces moments-là qu'on reste unis, alors on va se relever ensemble. Merci Malo, on te retrouve la semaine prochaine pour un dernier baroud d'honneur, tout comme le Stanissois et peut-être une éclaircie varoise. Direction les parquets avec toute l'actu basket. 3 Mike James. C'est parti pour Azurément Clutch. Dernière répétition en championnat avant le grand départ à Abu Dhabi pour le Final Four de l'Euroleague. La Roca Team recevait Bourg-en-Bresse dimanche à 19h dans un contexte plus que particulier, Bastien. Oui, le club de l'AS Monaco Basket est endeuillé depuis ce dimanche matin. Un tragique accident de minibus a frappé les espoirs dans la nuit. Selon les premiers éléments, le chauffeur se serait endormi au volant sur la 8 au niveau de la commune varoise de Canet-les-Morts. Le véhicule aurait fait une sortie de route puis plusieurs tonneaux. Lorenzo Renou, 17 ans, y a perdu la vie. 5 autres personnes ont été blessées, dont un grièvement. Il est désormais hors de danger. On adresse bien sûr toutes nos condoléances à la famille, les proches et le club. Lui qui était un joueur prometteur et autant rayonnant sur le parquet qu'en dehors. Une banderole a été déployée par les supporters monégasques et 1 minute de silence a été respectée juste avant la rencontre dans la salle Gaston Médecin. Une cagnotte en ligne a également été lancée pour venir en aide à l'entourage de Lorenzo. Et tous les matchs amateurs ont été logiquement reportés, ce n'était pas le cas des pros, et au final peut-être que cet événement les a un peu perturbés. Oui, en tout cas, ce serait possible et en même temps compréhensible. On ne sait pas vraiment quel lien il y a entre équipe pro et espoir, mais ce qui est sûr, c'est que cette tragédie a dû pas mal faire bouger en interne. La question du report a dû se poser, mais Monaco a déjà un match à rattraper face à La Rochelle avant une dernière journée à Chalon-sur-Saône, puis l'envol vers Abu Dhabi. Bref, il fallait le disputer ce match et ça commence pas trop mal pour Monaco avec un petit 11-5 à la moitié du premier quart qui oblige Frédéric Fautoux à prendre un premier temps mort. Le sélectionneur de l'équipe de France a trouvé les bons mots puisqu'en 1 minute seulement, Bourg-en-Bresse repasse devant et le club du Rocher ne reprendra jamais le lead au score.
19-27 à la fin du premier quart, mais le deuxième est clairement une boucherie, un sévère 28-10 infligé par les Bressans qui jouent un basket simple, efficace et avec beaucoup plus d'intensité. Score à la pause 29-55, rendez-vous compte, et ce n'est pas tout, s'ajoute à ça un minuscule 1 sur 12 à 3 points, 14 rebonds contre 25 et 6 balles perdues. Et le troisième quart-temps allait être celui de la révolte pour les Monégasques ou pas? Disons qu'ils n'avaient plus le choix et qu'il fallait réagir au plus vite. Monaco insiste à l'intérieur et revient à moins 17 grâce à Mam Jaité. Mais une nouvelle fois, Freddy Fautoux prend un temps mort et l'écart regrossit à plus 24. Mathieu Strazel prend les choses en main et ramène les siens à moins 14. Mais les décisions arbitrales litigieuses rendent furieux des Monégasques déjà sous tension. 3 expulsions en un rien de temps. D'abord Mike James, puis Mathieu Strazel et même le coach Vassilis Panoulis. Brandon Jefferson réussit ses 4 lancers et met le dagger à longue distance. Lourde défaite 73-100 avec des stats plus qu'inquiétantes. Un petit 43% à 2 points, 24 rebonds contre 49. Okobo 0 points, Mike James 9 unités sans être allé une seule fois sur la ligne des lancers. Bref, un match à oublier pour nos basketteurs, il fallait se rattraper hier soir dans le match en retard à La Rochelle. Et c'est chose faite, Monaco a déroulé tranquillement chez une équipe beaucoup plus faible qui n'a gagné que 4 fois cette saison. Sans Mike James, la Roca Team a été portée par Alpha Diallo de retour et Jordan Lloyd, respectivement 16 et 15 points chacun. Les Maritimes, plombés en plus par les blessures, n'ont pas su donner de la tête pendant 40 minutes. Avec Strazel et Calates, 14 passes à eux deux, la balle circule bien mieux que dimanche. A noter la belle perf aussi de Peter Corneli, précieux dans la rotation en Betclic Elite, il termine en double-double, 12 points, 10 rebonds. Le score final reflète un véritable monde d'écart entre ces deux équipes, 48-86. La SM reste dans le trio de tête au classement, la saison régulière se termine par un déplacement à Chalon-sur-Saône ce samedi à 18h. En ce qui concerne la Pro B, la dernière journée avait lieu hier soir et Antibes, assuré de disputer au moins les play-in, s'est incliné au bout du suspense face à Léon Bernet. Bastien. C'est peut-être le match qui représente le plus leur saison, une capacité à rivaliser et même mener contre les cadors de Pro B, mais toujours une grande difficulté à tuer la rencontre et être clutch quand il le faut. Clairement, soyons honnêtes, nous n'avons pas vu un grand match de basket, surtout en première mi-temps. Une adresse pas au rendez-vous, limite inquiétante, surtout chez les Palois qui ne rentrent pas un seul shoot à 3 points sur 10 tentatives. Si ce n'est Baptiste Chouafé, les Sharks sont également maladroits et s'en remettent surtout à un Garland Green percutant, 13 points et 3 rebonds à la pause. Le score affiche 37-25, un bon matelas mais pas encore suffisant pour espérer la victoire. Et c'était sans compter sur la réaction des Béarnais qui reviennent avec beaucoup plus de caractère, l'écart fond doucement mais dangereusement, plus 6 à la fin du troisième quart, les Sharks gèrent mal leur possession dans le Money Time, Boubou Palo se bat et obtient des fautes précieuses mais il laisse des lancers francs au passage. L'intérieur des verts et blancs, Citraca, Rari, Manantoanina leur fait mal dans la peinture et ce match spécial comme il était avec l'hommage des 30 ans du titre prévu juste après ne pouvait qu'aller aux prolongations et à ce petit jeu là les visiteurs vont beaucoup mieux gérer. Christopher Ledlum, élu MVP de cette saison régulière de Pro B, fait parler sa puissance et inscrit au final 25 points, score final 74-81 avec un sévère 11-4 encaissé en 5 minutes pour le plus grand regret de Baptiste Chouafé. Beaucoup de frustration forcément, parce que c'était un match important pour nous, qui allait un peu nous aiguiller sur la suite de la saison. D'autant plus, il y a les anciens qui sont là, donc on voulait leur faire honneur forcément. Et puis c'est d'autant plus frustrant quand tu perds avec beaucoup de balles perdues et de la maladresse. On n'a jamais su appuyer là où ça faisait mal aussi du côté de Pau. Et Pau, ils sont toujours restés accrochés en tout cas au score et ils ont mis des gros shoots à la fin. Donc ça s'est joué là. Et si la frustration était évidemment présente, elle est vite retombée pour laisser place à la nostalgie. Ce match, c'était l'occasion de fêter les 30 ans du titre, Bastien. Les Antibois, emmenés par Jacques Monclar, l'avaient emporté 3-1 dans la série grâce au buzzer beater de Michael Ray Richardson dans le match 4. C'était face à Paula Cortez, justement. Que d'émotions donc au moment de citer les noms des joueurs présents hier soir à l'Azur Arena, David Rivers, Stéphane Ostrovski, Fred Daumont, Billy Joe Williams, sans oublier aussi l'enfant du club Laurent Foiré. C'était forcément un pur moment de bonheur pour lui qui a passé 6 ans en pro au club. Bon, Laurent, soirée spéciale, malheureusement pas après une victoire. C'est quoi le sentiment là? Ça a fait plaisir de revoir tout le monde, j'imagine. Ah ouais, le sentiment oui, parce que c'est comme on disait tout à l'heure, c'est avec des joueurs et des mecs avec qui on a partagé une année, voire deux, avec certains magnifiques. L'année d'avant, on avait perdu en finale. L'année d'après, on la gagne. Retrouver, comme disait Fred tout à l'heure, se retrouver, ça donne beaucoup d'émotions parce que des années comme ça, un titre, ça crée des liens.
parce qu'on a travaillé dur pendant toute l'année pour être récompensé. Et puis voilà, on ne s'est pas fait de cadeau entre nous. Et puis à la fin, voilà, une belle histoire, quoi. Une belle histoire. Vous étiez revus un peu depuis tous ensemble, j'imagine. Ça faisait un petit moment là que vous les avez pas tous revus là, peut-être David ou comme ça. Oui, on se croisait de temps en temps sur les parquets ou en dehors. Maintenant, avec qu'on est forcément tous à la retraite, on se croisait un petit peu moins. Donc ça faisait un petit moment. Un gars comme David ou surtout les Américains, c'est plus difficile à se revoir. Mais avec les autres Français, on se croisait toujours quelque part. Mais en tout cas, quand on se voit, on se saute dans les bras. Ouais. Et quand on pense à cette saison mémorable, on ne peut que tirer notre chapeau au coach Jacques Monclar. Convoité de tous les côtés, il a fait la gentillesse de nous accorder quelques minutes. Au-delà du match, Pau a mieux fini le match, voilà, point barre. Nous, on était heureux de se retrouver parce que un titre, c'est pas qu'un match, qu'une série, c'est une vie. Cette équipe-là, elle a été bâtie sur 3 ans. Et elle est arrivée à toucher le Graal, quoi. Voilà. Elle avait quelque chose en elle qui voulait pas lâcher. Et dans la série, on était mené à 0 en ayant l'avantage du terrain. Le deuxième, on l'avait gagné en prolongation, c'était chaud. Et je me souviens du président de Pau qui m'avait dit, de toute façon, on reviendra ici, vous gagnerez jamais 2 fois à Pau. Désolé, président, il va falloir rendre les billets parce que on n'est pas retourné. Ils sont pas revenus à Antibes. Voilà. Non, pour nous, c'est du bonheur. Et on s'en rend compte quand on se revoit, parce qu'on se revoit pas assez souvent, mais quand on se réunit, c'est que de l'émotion. Moi, j'ai la chance de voir aussi Mike quand je vais aux États-Unis pour le travail. Bref, Willy Redden, il est en contact avec les autres. On reste, je sais pas, un gang, un clan, une famille, une mafia, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, c'était une équipe. Voilà. Très bien. Justement, ouais, Laurent nous parlait de ces retrouvailles. C'est quand même un moment à part. Qu'est-ce que vous retenez là de ce moment-là là, qui vient de se passer? Ils sont toujours aussi beaux. Non. Ouais, ce sont des choses... c'est comme quand vous avez quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis un moment et que vous voyez, ou qui était à l'autre bout du monde et qui revient. Voilà, on a eu le bonheur de vivre tout ça et on essaye de le faire partager. On a vraiment aimé le club, on a vraiment aimé l'institution, on a vraiment aimé la ville. Et ça a été parfois oublié. On n'était pas une équipe de mercenaires. On était impliqués en ville. Voilà, donc quand on revient, on est toujours content. Et se revoir, c'est la cerise sur le gâteau. On revient individuellement, on revoit des amis. Et quand on se retrouve, on retrouve... ce sont des frères, les mecs. Ce sont des frères. Comme Thierry et Serge sont des frères pour moi. Thierry Tricou et Serge Provilla. Avec Lee Johnson, ce sont des frères. Voilà. Et avec le club d'Antibes, plus généralement, vous disiez qu'à l'époque, c'était le club le plus important dans votre cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore toujours le cas? J'ai dit que c'était l'équipe qui était le plus dans mon cœur. J'ai joué longtemps à Villeurbanne, moi. J'ai vadrouillé un peu, mais Antibes et Villeurbanne sont effectivement les 2 clubs qui représentent le plus pour moi. Antibes a changé ma vie et Villeurbanne m'a permis de la bâtir. Et pour revenir à Antibes et au match de ce soir et puis au play-in qui arrive là, qu'est-ce qui leur manque là concrètement? On avait l'impression qu'ils avaient le match en main encore ce soir dans la première mi-temps, même si c'était pas du grand basket. Qu'est-ce qui leur manque là pour aller voir au-dessus? La vision du coach. Oh, je vais pas me permettre de faire ça. JD fait son métier, JD Jackson, et il n'y a rien à dire, quoi. Je pense qu'ils auraient besoin de plus de stabilité sur poste 1 et 2, d'avoir des régulateurs de jeu qui contrôlent un peu l'horloge et le tempo. Ils ont eu beaucoup trop de 24 secondes qui sont des balles perdues un peu idiotes. Il n'y a rien de plus con que ça, tu shootes pas. Voilà. Après, il y a de la bonne intensité défensive parfois. Le petit Palo a des cannes, Beckcom a peur de pas grand-chose. Garland Green s'est largement éteint dans la deuxième mi-temps. Je ne vais pas vous faire le détail, mais ils ont un coup à jouer, c'est ouvert en bas. Même si Blois partira en tête de série, a priori, j'ai pas vu les résultats de ce soir, parce qu'ici rien passe. Mais voilà, on verra. Ils ont un coup à jouer déjà qu'ils avaient gagné à Vichy, puis ils verront bien la suite. Et avec cette défaite, Antibes glisse à la 10e place. Autrement dit, les hommes de J.D. Jackson devront remporter 2 matchs à l'extérieur pour disputer les playoffs. Première étape à Vichy, ce sera vendredi à 20h30. Le Grand Prix de France 2025 de MotoGP. On écoute d'abord le tease de 100% Paddock, c'est parti.
100% paddock, la Formule 1 par une équipe 100% à bloc. Retrouvez-nous tous les lundis à 18h en live sur Twitch et en rediffusion sur YouTube le mardi. Au programme, débrief de la course, actualité, inside et tout ça dans la bonne humeur. 100% paddock, une équipe 100% à bloc. Un week-end complètement historique, tout s'est joué sous une météo capricieuse. Fabio Quartararo a brillé avant de tout perdre et un autre Français que l'on n'attendait plus a saisi sa chance, Lisa Fernandez-Martins. Le 11 mai 2025 restera comme l'une des journées les plus marquantes de l'histoire du MotoGP tricolore. Sur le circuit Bugatti du Mans, théâtre d'une course à rebondissement, les deux porte-drapeaux français ont connu des destins diamétralement opposés. Tout avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices pour Fabio Quartararo. Le Niçois a conquis la pole position samedi dans des conditions d'adhérence précaires. Il signe un temps stratosphérique de 1:29.324, meilleur temps du circuit. Un tour de grande maîtrise signé dans une tension extrême qui laissait présager un retour au premier plan pour le champion du monde 2021. Yamaha semblait avoir trouvé un peu de son allant et Quartararo une confiance retrouvée sur une piste piégeuse. Mais dimanche, la météo a redistribué les cartes. Le départ est donné en flag to flag, c'est-à-dire sans neutralisation mais avec l'autorisation de changer de moto à tout moment en raison des conditions météo évolutives. La course s'engage sur une piste mouillée, s'assèche progressivement avant qu'une nouvelle averse ne vienne bouleverser la fin de l'épreuve. Dans ce contexte instable, la plupart des pilotes passeront 2 fois par la voie des stands, alternant entre motos équipées de pneus pluie et slick. Quartararo prend un bon départ et figure parmi les hommes de tête jusqu'au 9e tour. C'est dans le redouté virage du musée, encore humide malgré les éclaircies, que survient l'erreur. L'avant décroche, la Yamaha glisse, fin de course pour le Niçois, alors qu'un podium lui semblait promis. Le Niçois donc déçoit, mais notre Canois Johan Zarco sort de nulle part et vient délivrer le public qui n'attendait qu'une chose, la victoire d'un Français. Et oui, c'est alors que Johan Zarco entre véritablement en scène. Parti 17ème, le Canois ne semble à première vue pas en position de briller, mais il va faire un choix qui va s'avérer être décisif. Il décide de ne jamais changer de moto. Dès le départ, il reste sur sa machine équipée de pneus pluie, il ne la quittera plus. Même lorsque la piste s'assèche, même lorsque d'autres plus rapides sur le papier fondent sur lui avec des slicks, ce pari audacieux frôle l'inconscience, mais le doyen de la catégorie gère à la perfection les moments délicats, évite les pièges, maintient un rythme régulier. Et lorsque la pluie revient dans les derniers tours, sa lucidité est récompensée. Là où les autres luttent avec des pneus inadaptés et du retard accumulé au stand, lui prend le large. Il franchit la ligne avec près de 20 secondes d'avance sur Marc Marquez. Cette victoire, la première pour un Français au Grand Prix de France en catégorie reine depuis Pierre Monneret en 1954, vient récompenser des années de travail et de patience. Johan Zarco, à 34 ans, entre enfin dans la légende du sport motocycliste français et de la plus belle des manières, chez lui, devant son public et ses parents. Quartararo a rappelé qu'il était capable du meilleur, Zarco a prouvé qu'avec de l'audace et une lecture parfaite de la course, tout était encore possible. La moto française n'a peut-être jamais été aussi vibrante avec Fabio Quartararo à la 7ème position au classement sur les talons de Johan Zarco 6ème. Prochain rendez-vous en Angleterre le 25 mai prochain. Tout le monde nous rejoint autour de la table, même Louis Marmion dans l'audience. Je suis là. En joker de Lisa. Ok, on est parti. Mesdames et messieurs, on est parti pour le quiz. C'est la 25e. Donc toutes les questions sont liées plus ou moins au numéro 25. Tout le monde peut répondre. C'est salade pour finir cette émission. On commence par le fameux 3 indices un joueur. Je vous donne 3 indices. Vous devez trouver la personne qui se cache derrière. On commence par un footballeur passé par Nice ou Monaco. Et en plus, c'est 3 équipes. Toulouse, Schalke et Benfica. Il a porté le 25. Oui, du coup, logiquement. Non seulement il a 25 ans, il a porté le numéro 25, mais cette saison, il a fait 25 matchs. Ah. Avec Monaco alors. Il joue actuellement. Il n'est plus à Nice, il il sera à Monaco. Il est plus à Monaco. Benfica. Je vous ai donné vraiment les 3 clubs les moins attrayants dans sa carrière. Il a aussi joué à Barcelone,
Il a joué à Nice. Ah, à Nice. Donne l'ordre de la carrière. L'ordre. L'ordre, c'était dans l'ordre d'abord Toulouse. Et après, il y a Schalke. Il y a le Barça, après Benfica. Et ensuite, sa meilleure saison, c'est du côté de l'OGC Nice, clairement. Et là, il est parti en première ligue. C'est Todibo. Ouais, Bonne Louis. réponse de Louis Marmion. Bravo, 8 ans plus tard. C'était long. Ouais, de ouf. On recherche maintenant un rugbyman avec ses 3 indices. Tracteur. Angleterre. Fougère. Ah, ça c'est ex. Ça veut dire. Il a joué avec Saint-Provence. Fanganuku. Fanganuku, le tracteur. Bravo. Angleterre pour son prénom, Leicester. Et la Fougère pour la Ouais, Nouvelle-Zélande. J'avais pas Bien joué, l'Angleterre, Quentin. mais. Troisième personne à trouver, je ne vous donne pas le sport, sinon c'est trop facile. Ok. Volant. Couronne. Corse. Quoi Volant, couronne, Corse. Attends. Il va faire 25 ans en octobre. Pas le sport. Mais volant. C'est Fabio. Non. Mais Corse. Ouais, ouais, Allez, je vous ajoute. Non, mais là j'ai honte. Je vous ajoute Monaco. Claire. Enfin, un prénom. Arthur. Arthur Leclerc, Ah. bonne réponse. Vas-y, justifie tes indices. Alors, le volant, bien sûr, pour le fait qu'il est pilote. Putain, j'avais le- La couronne pour le roi Arthur. Ah oui. Faut aller chercher Et loin. la celui-là. Corse parce qu'il fait partie de l'écurie AF Corse en endurance. Ok. Ouh là 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 là, il a bossé le chef, il a bossé. Voilà. J'avais aussi Marc Repère pour Leclerc. Mais... On revient vers le foot avec une question de rapidité. Il y a 25 ans, Monaco était champion de France. Qui était le dauphin? Lance. Nantes. Aucun des deux. Serre. Faut aller chercher bien loin. Nice. Non. Marseille. Non, on va tous les citer. Il faut pas aller bien loin. 2000. Girondin. Ah, c'est loin. Lyon et 3e. Les Girondins. Girondin 4e. Il a dit pas loin. Faut aller chercher bien loin dans l'évidence. Ah, Paris. C'est Paris. Bah, je l'avais dit. 7 points derrière. Tu m'as J'ai coupé. pas là. entendu Paris. Désolé. Durant cette saison, Sonny Anderson a fini meilleur buteur avec 23 buts. Qui complète le podium? C'est 2 monégasques. Julie. Non, Henri. non, Trezeguet. Trezeguet. Chabaninonda. Non, Très aigué. Ouéa. Non. C'est un monégasque. Hein. Ouais. c'est vrai qu'il bosse encore au club. Son nationalité. Il bosse encore au club. Il a pas autant bossé Italien. que Italien ou argentin? Marco Simone. Marco Simone. Ah. Waouh. Bah, il bosse plus au club, mais c'est pas. Hop, il nous reste encore un peu de temps. Allez, on continue, on poursuit le bonheur. Pouvez-vous me citer d'autres joueurs qui ont été champions avec Monaco cette année-là? On a des noms quand même Quelle année, évidents. du coup? On a eu Ludovic Joly, donc de Louis, en 2000. Roten. Non, pas encore la Roten. Au goal. Barthez. Barthez au goal. Il devait y avoir Henri. Evra, non. Non, pas encore. Il n'y a pas Henri non plus. Pensez aujourd'hui un petit peu consultant, entraîneur, sélectionneur. Deschamps, ouais. Non. Tu peux. Sagnol. Willy Sagnol, Ah. bonne réponse de Malo. Waouh.
Qui c'est qu'on a? On a un Norvégien aussi, passé ensuite par, surtout connu pour être passé à Liverpool. Un Croate, un Mexicain passé par le FC Barcelone. Hugo Sanchez. Non. Dado Percho. Comment? Dado Percho. Dado Percho. Il y est. Très aigué du coup, oui, puisqu'il est dans les meilleurs buteurs. Il n'y avait pas Evra? Non, il n'y a pas Evra. Skilacci? Non plus. JV? Non, bon. Roten? Non, Roten pas Ah non. encore non plus. Sylvain Wiltord. On arrive dans les noms un petit peu compliqués. Alors on avait Philippe Cristanval, Marcelo Gallardo, Ah oui. Bruno Riles, Sabri Lamouchi. Le Mexicain c'était Grand Rafael coach des Marquez. Girondins, Bruno Riles. Et le Norvégien c'était Riese. Voilà. C'était dur. Non, là, ça rappelle de bons noms, de bons souvenirs, mais ça remonte à loin forcément. On finit par le qui suis-je? Je suis né le 15 août 1999 à Martigues. Et je suis d'origine maghrébine. Je pratique mon sport dès le plus jeune âge en suivant les traces de mon grand frère. Je suis arrivé en espoir dans le club pour lequel je joue encore aujourd'hui. Je remporte d'ailleurs le titre de champion de France Espoir en 2019. En 2021, je signe mon premier contrat pro et je dispute mon premier match en Coupe d'Europe en janvier 2022. Polyvalent, c'est vers une autre discipline de mon sport que je m'oriente dès 2020. Le rugby à 7. J'ai d'ailleurs participé à la première saison du Super Sevens en 2020 avec l'équipe de France. Je suis médaillé d'or olympique au JO de Paris 2024. Zegdar. Ce n'est pas Antoine Zegdar. Ce n'est pas Riva. J'ai donné comme Maloko Mort ne l'est pas. Ryan Rebadge. Ryan Rebadge. Ah, Quentin c'est un- juste devant la ligne. Devant Maloko Mort. Mon frère s'appelle Swan, c'était le dernier indice, après j'avais plus rien. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous on se retrouve pour la dernière de la saison mardi prochain. Bonne soirée sur DJFM. Ciao ciao.